Bonjour à toutes et à tous. Perrine et moi, nous vous remercions de cette invitation à présenter le cas de l'Université de Lille, où le service commun de la documentation et la direction de l'innovation pédagogique engagent un chantier de réflexion sur leur collaboration en matière de soutien à la production de ressources éducatives libres. Alors, quelques éléments de contexte, tout d'abord, pour vous permettre de situer notre propos. Le conseil d'administration du 19 novembre dernier a adopté le texte de politique du numérique présenté par le vice-président au numérique, Pierre Boulet. Ce texte engage l'Université de Lille dans une stratégie d'ouverture et d'interopérabilité et stipule que l'Université de Lille est fortement engagée dans une politique de sciences et d'éducation ouverte. Cette politique repose beaucoup sur le numérique qui permet le partage à l'identique de toutes sortes de données. Perrine vous parlera tout à l'heure plus en détail du point suivant, mais l'Université de Lille s'est inscrite de longue date dans l'environnement des ressources éducatives libres. Membre des 8 universités numériques thématiques, elle héberge Uniciel et UNES.fr, elle est membre de France Université Numérique, du consortium Ikigai. Enfin, elle implémente le programme PIX d'enseignement et de certification en compétences numériques. Le SCD participe par ailleurs à la production des contenus du PIX droit. Enfin, l'Université de Lille travaille sur sa feuille de route Sciences ouvertes. Elle repose sur un certain nombre de piliers. J'ai choisi d'en citer quelques-uns pour leur écho direct à nos préoccupations du jour. Une archive ouverte institutionnelle connectée à HAL, lillois. Une plateforme de revue, une politique de soutien à la publication en accès ouvert, un travail de sensibilisation et d'accompagnement des chercheurs sur l'ouverture des données et des publications. Enfin, un soutien au développement des sciences citoyennes et participatives, citons Xperium, les sciences infuses ou encore la boutique des sciences. Alors, Perrine. Bonjour à tous. Merci beaucoup à Cécile et à la BDU pour nous avoir invités à participer. Avec Laure, c'est vrai qu'on a vraiment envie de mettre toutes ces synergies ensemble pour réussir à aboutir à la fois à l'avancée globale de l'Open Education, puisque je suis membre d'Open Education Global et j'ai organisé Open Education Global francophone au mois de novembre avec ma direction de l'innovation pédagogique au sein de l'Université de Lille. Et donc, notre vice-président formation, Christophe Mondou, et le vice-président de transformation numérique, Pierre Boulet, nous ont invités à collaborer avec le SCD pour produire, alors, sera une politique ou une stratégie, en tout cas, opérationnaliser, faire comprendre et connaître l'Open Education. Car malgré tout ce que vient de nous rappeler Laure et tous ces engagements qui prouvent qu'il y a déjà quasiment 20 ans, un certain nombre d'enseignants et de personnel bientôt s'étaient intéressés au mouvement de l'open source pour les ressources éducatives, et bien peu d'enseignants sont encore au courant. Donc, c'est là-dessus qu'il faut pas mal travailler parce qu'en fait, l'ignorance fait que beaucoup de gens ne parlent jamais de la façon dont ils éditent, qu'ils publient. Il faut qu'ils soient motivés, qu'ils soient venus à la direction de l'innovation pédagogique, qu'ils soient porteurs de MOOC. Mais on sait bien que voilà, ces enseignants-là ne sont pas représentatifs de l'ensemble des personnels dans une université telle que celle de Lille qui compte 80 000 étudiants depuis sa fusion en 2018. On a 6 500 personnels. Un grand nombre d'enseignants et de chercheurs, souvent intéressés par ces sujets, j'ai pu le vérifier à de nombreuses occasions, mais pas vraiment au courant d'où on en est. Donc, en m'accueillant au moment de la fusion en tant que chargée de mission blockchain et open education, la direction de l'innovation pédagogique a
a accepté l'idée que on faisait déjà bien et il fallait mieux le faire savoir et comprendre tous les enjeux de culture numérique d'une part, et puis petit à petit d'ouverture à tous, à des ressources dont on puisse se resservir librement en comprenant pourquoi on a le droit de s'en servir librement, soit pour les consulter, soit encore mieux pour les éditer et les citer et les traduire si nécessaire. Donc, il y a cette stratégie numérique de novembre 2020. Ce travail commun lancé avec Laure et qui va certainement devoir aboutir assez rapidement dans les mois qui viennent, puisqu'il y a une forte volonté politique. Une définition des cibles et des objectifs avec la direction de la communication, parce que rien n'arrivera sans ça, sans finalement bien comprendre ce que peuvent souhaiter comprendre les enseignants, et puis selon leur discipline également, puisqu'on ne parle pas du tout pareil avec des enseignants en mathématiques ou en informatique, avec des enseignants en droit ou en langue. Et puis continuer à faire des événements. Nous, on anime des webinaires jusqu'à cette grande conférence qui se tiendra à l'Université de Nantes. On est enchantés aujourd'hui, grâce à la BDU, de voir que Sorbonne Université et Nanterre sont très impliqués. Donc voilà, ça permettra de collaborer ensemble à ces définitions et de pas seulement citer des liens et mettre des liens, mais aussi faire connaître globalement comment s'emparer du sujet aux enseignants. Donc, les ressources éducatives libres au sein de l'Université de Lille, c'est la totalité des projets innovants depuis quasiment 20 ans qui ont été produits et ont été animés par des ingénieurs pédagogiques avec des équipes d'enseignants-chercheurs. L'enseignant devient dans ce cas-là une sorte de porteur de projets innovants. Donc, il faut qu'il arrive à scénariser son cours, à en faire parfois quelque chose d'une version assez pédagogique, un film, des illustrations, des médiateurs scientifiques peuvent être nécessaires. Et donc, il se met dans une dynamique. Mais à la fin, il faut savoir que si on fait tout ce travail, on l'accompagne sur les ressources de l'établissement pour faire ça, il ne peut pas le garder pour ses étudiants uniquement. Donc, il est à ce moment-là briefé par des équipes sur les droits d'auteur. Et toutes les ressources produites que vous voyez là dans le clip, le kiosque lillois de l'innovation pédagogique, sont soumises à des ressources sont soumises à des licences libres qui permettent leur réadaptation. Parfois, la réadaptation est trop compliquée à faire et ce sont juste des très bons compléments de cours, mais qui sont disponibles, qui peuvent être partagés partout. Donc, vous pouvez aller sur ce kiosque, c'est très intéressant. Moi, il y en a plusieurs que j'aime beaucoup, comme Certiflang, qui est une sorte de plein de cours et de quiz pour s'améliorer en anglais, allemand, espagnol ou français langue étrangère. Et il y a aussi un autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Maman et qui en fait est toute l'illustration de la maïeutique pour les sages-femmes et qui n'a pas vocation à être modifié, mais qui pourrait facilement être traduit si on le souhaite, et qui a été fait en collaboration avec l'Université de Lyon, suite à des projets qui étaient en sciences du sport. Voilà. Donc, Certiflang a été lauréat de la première édition des prix PEPS. Oui, bien sûr, comme Laure l'a rappelé, l'Université de Lille est membre des 8 universités numériques thématiques, de FunMOOC, qui est redevenu France Université Numérique, contribue à FunRessources, France Université Numérique Les Ressources, et donc est heureuse de s'engager avec Open Education Global francophone et Open Education Global tout court à faire connaître toutes ces ressources mieux, parce que beaucoup d'enseignants ne les connaissent pas. Voilà alors. Merci. Alors maintenant, quel lien entre ressources éducatives libres et bibliothèque? La première question du bibliothécaire, voilà, ce serait d'interroger l'objet. Est-ce que les ressources éducatives libres sont des ressources documentaires comme les autres? Alors, quand on y regarde de près, elles correspondent à une typologie extrêmement variée de ressources,
cours complets, manuels, vidéos, outils d'évaluation et d'auto-évaluation, exercices, sujets d'examen, corrigés, etc., etc. Si on poursuit le parallélisme avec les ressources acquises traditionnellement à titre gratuit ou onéreux par une bibliothèque, quel que soit le support de diffusion, physique ou numérique, on voit que ces documents sont intégrés à un ensemble préexistant, sur prescription des enseignants, parce que faisant partie d'une bibliographie de cours, d'une prescription enseignante, ou sur sélection des bibliothécaires qui analysent les maquettes de formation pour établir leur plan de développement des collections. Les sources sont multiples et nécessitent de réaliser une veille disciplinaire continue, d'interroger les ressources et les bases de données proposant des contenus, y compris des contenus en libre accès, de manière à les intégrer au catalogue de la bibliothèque. Alors, les catalogues de bibliothèques sont aujourd'hui bien plus des points d'accès à des informations choisies et sélectionnées pour une communauté donnée que l'inventaire des collections physiquement présentes dans les murs des bibliothèques. Les ressources ainsi proposées et sélectionnées font régulièrement l'objet d'une évaluation critique. Les contenus sont-ils toujours adéquats? Existe-t-il une nouvelle édition ou une version mise à jour? Le document est-il toujours attractif? Est-ce que les pages sont jaunies, la couverture cornée? Ou est-ce que l'ergonomie et l'utilisabilité de la ressource numérique est dépassée? Est-ce que la charte graphique est datée? Ensuite vient bien entendu la question du signalement ou du catalogage, si vous préférez. Normes et formats bibliographiques sont depuis longtemps internationaux et interopérables. C'est une des grandes forces des bibliothécaires. Ces normes évoluent régulièrement et s'adaptent à l'évolution de l'information. On a parlé données ouvertes et liées, on a parlé référentiel, on a parlé modélisation ontologique des données qui permettent une très bonne exposition sur le web et garantissent une meilleure discoverabilité des ressources. Demain, ce sera aussi avec l'aide de l'intelligence artificielle, comme Colin de la Higuera nous l'a laissé entrevoir. Tous ces langages communiquent entre eux et on utilise en général certains pivots robustes comme le Dublin Core pour notamment traiter des ressources éducatives ou pédagogiques en utilisant les différents formats dédiés. Alors, ces derniers formats, LOM, SCORM, MLR, demain le format NodeFR, présentent l'immense avantage de prendre en compte la finalité d'usage des ressources et de décrire précisément l'activité d'apprentissage proposée par la ressource. Mais ces formats permettent aussi de détailler plus ou moins finement la structure du document, d'affiner plus ou moins la granularité de cette description pour en faciliter le réemploi, la réutilisation dans d'autres ressources, dans de nouvelles ressources. En fait, quand on indexe un document, on s'adresse à un public donné et on situe aussi ce document dans une collection donnée. Par exemple, on ne va pas attribuer la même indexation à un roman d'Anne Radcliffe, pionnière du roman gothique noir anglais, dans le secteur ado d'une bibliothèque municipale ou dans la collection d'excellence pour la recherche collecte d'anglais de la BUSFS de Lille. Dans les collections qui constituent le fond d'une BU, une ressource éducative se définit finalement plus par son usage que par sa destination initiale. Enfin, les bibliothécaires sont les médiateurs des collections qu'ils constituent. Ils renseignent les lecteurs, ils établissent des bibliographies, suivent l'actualité scientifique pour produire des sélections thématiques qui créent des liens entre des documents de nature différente. Alors, prenons l'exemple de Yoké, qui est, alors Yoké, c'est une divinité allégorique de la mythologie grecque qui évoque l'esprit de persévérance au combat, ce qui nous a paru tout à fait adapté pour baptiser notre base de données de sujets d'examen. Alors, je vous mets le lien dans le chat. Voilà. Depuis 2011, le STD de l'ex-Université de Lille 1 et le service enseignement et multimédia collaboraient pour signaler les ressources pédagogiques numériques produites par les enseignants-chercheurs de l'université. Donc, Yoké, c'est une plateforme ORI-OAI de diffusion des sujets d'examen. Donc, aujourd'hui, on a environ 30 000 qui sont indexés.
et de ressources pédagogiques numériques. Alors, je ne vous cache pas qu'à l'approche des examens, le nombre de connexions sur cette base de données bat tous les records. Ce sont plusieurs dizaines de milliers de connexions. Bref, ça constitue un produit d'appel parfait pour proposer des contenus de contextualisation et d'environnement d'apprentissage et pour proposer, suggérer des ressources éducatives libres. Alors, en 2016, l'Université de Lille a répondu à l'appel à manifestation d'intérêt lancé par la BITNES au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, un appel à projet sur la transformation pédagogique. Et on a produit un pilote qui permet de profiler des sélections de ressources pédagogiques provenant des UNT et des ressources documentaires, manuels électroniques de la bibliothèque universitaire qui sont adaptées au profil de l'usager et des sujets d'examen recherchés. Donc aujourd'hui, nous avons engagé une phase de consolidation de la plateforme Orio AI et nous souhaitons élargir le périmètre de cette base de données à d'autres composantes de l'Université de Lille. En conclusion, les bibliothèques universitaires proposent aujourd'hui une palette de services susceptibles de venir en soutien à la production de ressources éducatives libres dans leur établissement. Accompagnement des auteurs, curation de contenu, formation des étudiants en compétences informationnelles. J'ai fait tout à l'heure à dessein le lien avec la politique de sciences ouvertes, qui se traduit par une forte implication du service commun de documentation en matière d'accompagnement des auteurs, droits liés aux publications, choix des licences, établissement de critères de choix des plateformes de diffusion des résultats, autant de points qui sont communs et étroitement liés entre les deux dossiers. L'expertise des bibliothécaires sur les données, le signalement et l'indexation des ressources constituent un atout essentiel pour aider à la découverte et à la réutilisation des ressources éducatives libres. Enfin, je voulais signaler, pour terminer, l'article publié en fin d'année 2020 par Siem Sidi et Mokhtar Benenda dans un numéro de Distance et médiation des savoirs consacré aux ressources et pratiques éducatives libres sur les liens précisément entre ressources éducatives libres et politique d'accès ouvert. Donc, je vous mets aussi le DOI pour lecture dans le chat. Voilà, nous en avons terminé et nous vous remercions pour votre attention. Merci à tous. Beaucoup de travail avec Laure en perspective. Oui, une toute dernière chose, on n'a pas du tout cité Pix, qui a pris la succession du C2I et qui enseigne les licences libres également. Alors, c'est quand même important parce que c'est le projet gouvernemental pour l'accès à tous à la culture numérique, même en dehors de nos enseignants-chercheurs.